le journal. À la une de ce journal, célébration ce 25 mars par la communauté internationale de la journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage. Une journée dont l'objectif vise à sensibiliser le public aux dangers actuels du racisme et des préjugés. La première ministre chef de gouvernement Rose Christiane Nsouka Raponda a reçu hier les leaders d'opinion. Lors de cet entretien, les ministres des cultes ont été édifiés sur les grandes articulations du plan national de vaccination pour une meilleure sensibilisation auprès de leurs fidèles. C'est ce jeudi que les Panthères affrontent au stade de rénovation de Franceville les Léopards de la République démocratique du Congo en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021. Une victoire est impérative pour les poulains de Patrice Neveu, le technicien français. Voici pour l'essentiel du sommaire. Les détails, c'est tout de suite. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue aux 13h de ce jeudi 25 mars 2021. Je suis Ida Onyami, avec moi pour vous informer, Patrick Nzengi-Membo. Bonjour Patrick. Bonjour Ida Onyami. Ouvrons ce journal par la célébration ce 25 mars par la communauté internationale de la journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage. Objectif, sensibiliser le public aux dangers actuels du racisme et des préjugés. On en parle avec Lauriane Meza. Pendant plus de 400 ans, plus de 15 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été victimes de la dramatique traite transatlantique des esclaves, l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. On estime qu'un tiers des plus de 15 millions de personnes vendues comme esclaves depuis l'Afrique par le biais de la traite transatlantique des esclaves portaient le triple fardeau. En plus de leur travail forcé, dans des conditions difficiles, elles subissaient des formes de discrimination et d'exploitation sexuelle extrêmement cruelles, du fait de leur sexe et de leur couleur de peau. Célébrée chaque 25 mars, cette journée vise à sensibiliser le public aux dangers actuels du racisme et des préjugés. Dans son discours, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a rappelé à l'opinion internationale que la traite transatlantique des esclaves a pris fin il y a plus de 2 siècles. Malgré son abolition, l'esclavage se poursuit dans des formes modernes aujourd'hui. Il constitue pourtant la plus grande violation du droit à l'autonomie. Le racisme et les préjugés sont 2 phénomènes également issus de ce système barbare où des êtres humains sont considérés comme autres ou inférieurs. Le thème de la journée de cette année est « Mettre fin à l'héritage raciste de l'esclavage, un impératif mondial pour la justice » en écho au mouvement international pour l'élimination des injustices issues de la traite des esclaves. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Rencontre hier entre la première ministre chef du gouvernement Rose Christiane Nsouka Raponda et les leaders religieux, lesquels ont été édifiés sur les contours éthiques et scientifiques liés au vaccin chinois Sinopharm. Lors de cette rencontre de l'immeuble du 2 décembre, les ministres du culte ont été édifiés en long et en large sur les grandes articulations du dit plan national de vaccination. Toutes leurs préoccupations ou presque ont trouvé des réponses claires et pertinentes pour une meilleure sensibilisation auprès de leurs fidèles. Écoutons le porte-parole des confessions religieuses, le révérend pasteur Francis Michel Badinga. Nous avons été tout simplement appelés pour que le plan de vaccination nationale nous soit présenté et nous permettre de donner nos avis. Vous savez que ce sont les communautés religieuses et les questions éthiques, les questions que nous nous posions. Nous avons tenu à en savoir un peu plus en posant des questions pour être éclairés et être à même de pouvoir ensuite parler à nos communautés, parler aux populations, parce que nous ne voulons pas être nourris uniquement par ce qu'on voit ou entend par les réseaux sociaux ou le Congo national. Nous voulons être informés à la source
de ce qui se passe, c'est quoi un vaccin, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quels sont les dangers par rapport à nos populations, quels sont les process qui ont été affectés ou qui seront mis en place. Donc toutes ces questions, il était important pour nous de les connaître. Bon, mais déjà, vous remarquez que l'ensemble des communautés a été représenté. Le vicaire a représenté l'archevêque de Libreville. Vous avez le président du guide évangélique qui s'est fait représenter, le président de l'Alliance chrétienne et missionnaire, l'imam de Libreville et moi-même. Donc il y aura certainement une concertation avec nos pères de l'ensemble des communautés pour en discuter. Donc, nous devons faire le rapport de ce que nous avons entendu, que ce soit entre nous, mais que ce soit aussi à l'intérieur de chacune de nos communautés pour que nous ayons tous la même information. Mais je pense qu'il était quand même très utile pour nous de ne pas en rester à ce que nous pouvons voir. Vous savez, l'information, il faut aller la chercher à la source. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions en toute transparence que nous avons posées. Moi, personnellement, et tous ici le savent, j'étais très inquiet par rapport au vaccin synthétique et nous avons voulu savoir si ce vaccin-là était un vaccin synthétique. Donc, des éléments, on va dire, scientifiques nous ont été donnés. Donc, nous ferons le point avec nos pairs et à l'intérieur de chacune de nos grandes communautés. Et sitôt après cette rencontre à la primature, la patronne de l'administration et quelques-uns de ses ministres ont reçu leur première dose de ce vaccin dont l'efficacité a été prouvée par les scientifiques. Et cela, l'effet de se faire vacciner à la suite du couple présidentiel la veille, un exemple qui devait permettre à toutes les personnes éligibles de se plier à cet exercice simple et qui ne présente aucun risque selon les médecins. Le point avec Ahmed Rayandzingi. Suivant l'exemple du chef de l'État, le Premier ministre chef du gouvernement s'est également soumis au protocole de vaccination contre la Covid-19. À ses côtés, le ministre de la fonction publique et celui de la santé, qui se sont également prêtés au même exercice. Rose Christiane Osouka-Raponda, Premier ministre chef du gouvernement. La campagne de vaccination a été lancée par le chef de l'État après que le gouvernement ait remis de manière officielle le plan national de vaccination contre la Covid-19. Si vous êtes éligible, c'est-à-dire si vous êtes hyper tendu, vous aviez du diabète, vous avez d'une manière générale des comorbidités, enregistrez-vous, faites-vous vacciner. Je suis là devant vous, je me suis fait vacciner. C'est très simple. On vous demande des paramètres, on vous pose des questions. Ça ne met pas du temps. Et même le vaccin, c'est rapide. Le temps que quand vous êtes assise, vous prenez votre temps, on vous vaccine, c'est déjà terminé. La vaccination reste à ce jour l'un des seuls moyens efficaces de riposte contre la Covid-19. Je me sens déjà protégé à cause de la première dose que j'ai eu à avoir. La prochaine dose, je l'aurai le 14 avril. Rappelons que dans le cadre de ce programme national de vaccination, se faire vacciner reste un acte volontaire après signature d'un document dit consentement éclairé, mais reste tout de même fortement conseillé pour des personnes présentant des comorbidités. Conférence de presse hier à Libreville du COPI, le comité de pilotage du plan de veille et des ripostes contre le coronavirus. Conférence de presse au cours de laquelle il a présenté tous les contours liés au plan national de vaccination à la Covid-19. Écoutons le ministre de la Santé, le Dr Guy Patrick Obiandon. Comment est organisée la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 au Gabon? Il existe aujourd'hui deux principales instances. Nous avons l'instance de coordination nationale qui est le COPIL, qui est présidé par Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, avec les autres membres du gouvernement. Et comme vous savez, ce COPIL a deux instances d'appui, le comité technique, qui est présidé par le général Chua, et le comité scientifique. Mais pour la campagne nationale de vaccination, un comité national de vaccination a été créé pour gérer tout le dispositif de vaccination qui va être mis en place dans notre pays. Ce comité national de vaccination présente les sous-commissions suivantes. La sous-commission médico-technique qui a pour rôle d'organiser les centres de vaccination, de voir comment les agents vaccinateurs vont travailler, les doses de vaccins, de travailler avec les psychologues. Donc ça, c'est la sous-commission médico-technique. La sous-commission pharmacovigilance gère l'après-vaccination, aussi bien l'après-vaccination immédiate que l'après-vaccination tardif, pour s'assurer que toutes les personnes qui ont été vaccinées ne présentent pas des effets indésirables. Au palais du bord de mer, ce mercredi, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu avec Rénine Demezo-Obiang, le président du Conseil économique, social et environnemental. Au centre des échanges du palais présidentiel entre les deux personnalités, les questions environnementales, économiques, sociales avec en ligne de mire l'unité nationale et le vivre ensemble. Compte rendu Priska Mogola.
Le développement socio-économique de la nation était au centre des échanges entre le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et son hôte, le président du Conseil économique, social et environnemental, CESE. Au moment où le pays fait face à la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 et autres défis sociaux et environnementaux, il est nécessaire pour les forces vives de la nation de prôner l'unité nationale et le vivre ensemble, au-delà des divergences. René Ndemezo-Obion, président du Conseil économique, social et environnemental. Les entretiens ont porté particulièrement sur la nécessité de faire tout en sorte que tous les fils spirituels de notre regretté père, le président Omar Bongo Ondimba, puissent se retrouver, renforcer cette grande famille naturelle et faire en sorte qu'au-delà des malentendus, des frustrations qu'il y a pu avoir ici ou là, que toute cette grande famille de l'illustre disparu puisse se retrouver, de sorte à renforcer son unité et aller dans le sens du développement du Gabon. Au cours de cette audience, les questions liées à la problématique du changement climatique n'étaient pas en reste. Les deux personnalités ont évoqué le rôle du Gabon dans cette lutte, dans l'échiquier international. Notons que notre pays, dont le couvert végétal s'étend sur 87% de son territoire, conserve d'importants stocks de carbone qui contribuent à l'atténuation de ce phénomène climatique au niveau mondial. Nous parlons dans ce journal du conflit homme-faune. La problématique a toujours fait l'objet de plusieurs débats, ce d'autant plus que le conflit entre l'homme et la faune sauvage préoccupe aussi bien les populations, les chercheurs, les autorités que l'ensemble des acteurs concernés par la question au regard des pertes de production et des revenus engendrés par la dévastation des plantations par les pachydermes. Lisbonne Angoro. Depuis de nombreuses années, le conflit homme-faune prend des proportions inquiétantes. Les plantations des communautés villageoises sont régulièrement ravagées par des éléphants. Dr Steve Ngama, chercheur à l'IRAF et responsable du programme Gestion de la faune et des conflits homme-faune. Le conflit homme-faune peut se comprendre par une interaction négative entre les populations humaines et les populations animales. Donc interaction négative qui entraîne des effets néfastes d'une part et d'autre, c'est-à-dire perte de production agricole par exemple du côté des populations humaines et perte des populations animales de par le braconnage et ainsi de suite. Pour régler ce problème de conflit homme-faune, il existe tout de même quelques solutions présentées par le docteur Steve Ngama. Ces solutions sont réparties en plusieurs catégories, des plus sophistiquées aux plus simples et donc aux plus traditionnelles. Les plus sophistiquées notamment concernent les clôtures électriques qui sont une méthode en fait héritée des grands éleveurs en Hollande et d'autres pays développés, et cette technique a depuis bientôt un demi-siècle, sinon plus de 30 ans, été adapté donc à la gestion du conflit homme-éléphant. Et donc aujourd'hui, cette technique permet efficacement de protéger les cultures et les espaces cultivés dans plusieurs pays en Afrique et dans le monde. Il y a d'autres méthodes plus simples comme les balles de piment, comme les ruches d'abeilles, d'autres formes de clôture, les tranchées. Il y a tout un ensemble de techniques qui peuvent permettre de gérer efficacement le conflit homme-faune. Le gouvernement et les chercheurs du Gabon sont toujours penchés sur la thématique du conflit homme-faune. Certes que les éléphants causent plusieurs dégâts, mais ils constituent une composante très importante de la viabilité de l'économie du pays. C'est bref pour la suite de cette édition d'information. Un présumé trafiquant d'ivoire vient d'être arrêté à Mouabi car la combina des nationalités gabonaises a été appréhendée dans le chef-lieu du département de la Douni en possession d'un sac contenant de pointes d'ivoire. C'était au cours d'une opération conjointe des forces de l'ordre et de sécurité. Selon nos informations, tout est parti d'une dénonciation d'une personne anonyme qui faisait état d'une transaction imminente d'ivoire dans le quartier Niamba. Prise au sérieux, une équipe d'intervention composée d'agents de la police judiciaire et des eaux et forêts est partie de Tchibanga pour Mouabi où est situé le dit quartier. L'opération a été appuyée par les membres de l'ONG Conservation Justice. Après plusieurs heures d'attente, un suspect muni d'un sac est apparu soudainement dans l'obscurité et s'est dirigé vers un salon de coiffure.
Aussitôt, les agents ont fait irruption dans ce salon et arrêté Karl Kombila. Il a été conduit à Tchibanga où il est actuellement en garde à vue au poste de l'antenne provinciale de la police judiciaire. Il doit être transféré à Libreville et présenté devant le parquet spécial de Libreville pour répondre des faits de détention et de tentatives de vente de l'ivoire. Le présumé trafiquant risque jusqu'à 10 ans de prison selon le nouveau code pénal. Évoquons à présent le lancement hier dans la capitale gabonaise Libreville du projet d'évaluation environnementale et sociale stratégique au Gabon. L'initiative est à mettre à l'actif de la Banque mondiale. Elle vise à impacter 6 des 9 provinces que compte le Gabon. Le dit projet est mené sur le terrain par la SOGEVAL, la Société gabonaise de suivi et évaluation des politiques publiques. C'est du moins ce que nous rapporte Ahmed Ryan Zingi. Cette phase de consultation sous forme d'enquête, prévue pour une durée de 79 jours, mettra à contribution 4 experts gabonais qui sillonneront 6 provinces du pays sur 9 pour une évaluation environnementale et sociale qui servira d'outil d'aide à la décision. Docteur Marcelin Zingi, expert forestier et chef de mission. Il s'agira donc de pouvoir à la fois réaliser une revue documentaire à partir de laquelle tous les outils et formulaires de collecte des données vont être réalisés. Ensuite, de passer à la phase consultation, entretien, enquête sur le terrain. Et une fois qu'on a collecté l'ensemble de ces données vont être traitées, compilées, en vue d'en sortir des synthèses qui vont intégrer les différents rapports qui seront réalisés. Cette évaluation environnementale et sociale stratégique, financée par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de francs CFA, vise également l'élaboration d'un plan stratégique pour la réduction des gaz à effet de serre. La finalité, c'est d'avoir l'ensemble de ces éléments, des moteurs de la déforestation et de la dégradation, en vue de pouvoir mettre en place un plan d'atténuation des impacts, des risques liés aux émissions des gaz à effet de serre. Le Gabon lutte contre le changement climatique. Notons qu'un rapport régulier des experts sera fait à chaque étape de cette phase de consultation pour une meilleure visibilité des problématiques évoquées, avant d'entamer in fine en mai prochain les autres étapes de cette étude pour une durée de 180 jours. Retour à présent sur les travaux du Conseil des ministres du mardi 23 dernier. Lors des dites assises, plusieurs projets de textes ont été adoptés. Parmi lesquels ceux relatifs à l'élimination de la violence faite aux femmes, à la modification et suppression de certaines dispositions du Code civil et du Code pénal en République gabonaise. Écoutons à ce sujet Madeleine Baird, porte-parole du gouvernement. Madame le ministre a présenté au Conseil des ministres qui les a adoptés 3 projets de loi. Le projet de loi portant élimination des violences faites aux femmes. La présente loi, prise en application de l'article 47 de la Constitution, vise à mettre en place les mesures permettant de protéger les femmes contre toutes les formes de violence et de discrimination, de les prévenir, les poursuivre et les éliminer, de même que les violences qui affectent de manière disproportionnée dans le milieu familial en promouvant l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Pour sa mise en œuvre, le texte précise le rôle assigné à toutes les administrations impliquées, notamment les ministères en charge de la condition de la femme, de la famille, de l'éducation nationale, de la santé, de la justice, de l'intérieur et de la défense nationale, des affaires sociales et de la communication, lesquels adoptent, chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires en matière d'égalité entre les sexes et de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Dans le cadre du suivi, le texte énonce la création d'un observatoire national du droit des femmes. Le projet de loi portant modification et suppression de certaines dispositions du Code civil en République gabonaise. Le projet de modification du Code civil apporte des amendements aux fins de promouvoir l'égalité entre les sexes, notamment l'obligation d'obéissance de la femme, le rôle du mari en tant que chef de famille, le monopole de l'administration légale des biens d'un mineur non émancipé au père pour le remplacer par un exercice commun, le choix de la résidence familiale réservée au mari pour en faire un choix commun. Les modifications indiquées portent aussi sur la protection de la femme dans la communauté, définie par le mécanisme de reprise sur les biens en cas de liquidation
liquidation de la dite communauté, la suppression de l'obligation de notifier au mari par la banque, l'ouverture d'un compte et la balance débitrice de celui-ci par la femme pour les remplacer par un principe égalitaire en modifiant la disposition qui incombe au mari sur les charges du mariage. Gouvernement en vue du renforcement des droits des femmes au Gabon seront bientôt soumis en examen et adoption au Parlement. Une avancée saluée par de nombreux observateurs, mais qui suscite tout de même d'autres interrogations. Cependant, le quota de 30% des femmes et leur présence dans les postes de décision est toujours respecté dans notre pays. On fait les précisions avec Elda Lilikumba. C'est à Makoko, dans le Gouévindo, le 23 mars 2015, que le président de la République réaffirme sa volonté de promouvoir les droits de la femme et de lutter contre toutes les formes de discrimination à leur endroit. Il annonce son souhait d'instaurer la décennie de la femme gabonaise. Ainsi, la loi numéro 9/2016 du 5 septembre fixant les quotas d'accès des femmes aux élections politiques et celui des femmes aux emplois supérieurs est adopté. Ce principe des 30% vise à accroître la participation directe et active des femmes à la vie politique. Il garantit la représentation des femmes au Parlement, dans les conseils locaux, dans les bureaux des assemblées électives et dans les emplois supérieurs. Une politique visible à ce jour avec la forte représentativité des femmes au gouvernement, avec comme numéro 1 de ce gouvernement une femme, mais aussi dans les autres postes de décision, à la présidence du Sénat et de la Cour constitutionnelle, également au niveau des états-majors politiques. En instaurant la décennie de la femme, Ali Bongo Ondimba a souhaité que les femmes réalisent leur plein potentiel. Ce plan décennal a notamment pour objet d'intensifier la promotion de la protection des droits de la femme, de promouvoir leur autonomisation et de renforcer progressivement l'arsenal juridique contre les dispositions discriminatoires à l'égard des femmes. D'ailleurs, pour coller à cette politique, le Conseil des ministres du 23 mars dernier a adopté le projet de loi portant modification et suppression de certaines dispositions du Code civil en République gabonaise. Ce projet de modification du Code civil apporte des amendements aux fins de promouvoir l'égalité entre les sexes, notamment l'obligation d'obéissance de la femme, le rôle du mari en tant que chef de famille. Toute chose qui pourrait réjouir les féministes. C'est ici un combat mené progressivement vers la victoire. Les questions liées à la paix des braves, à l'introduction du bulletin unique et à la proportionnelle lors des élections législatives et sénatoriales débattues au cours d'une plénière au Conseil national de la démocratie. C'est dans le cadre des travaux de la session plénière de cette autorité administrative indépendante qui regroupe depuis le début plusieurs représentants des partis politiques. Jeanne Samba. Après l'ouverture de la session plénière du Conseil national de la démocratie mercredi dernier, place aux travaux en commission depuis ce lundi 22 mars au siège de l'institution. 2 commissions sont à l'ordre du jour. La première est statut sur la paix des braves, proposée par le président du BDC du Bloc démocratique chrétien, Christian Mavioga, qui a eu l'adhésion de plus de 22 partis. Martin Boudzanga, porte-parole de la commission. Il faut sortir le pays de la crise. Il faut se parler entre nous. De quoi est-il question? Le pays va mal politiquement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces problèmes ne se reproduisent pas? Nous allons nous retrouver, et c'est ce qui est déjà fait. Il y a une commission en ce moment qui est en train d'éplucher ce dossier entre l'opposition et la majorité. Il faut que les gens s'asseyent. Quant à la seconde commission, un débat sur l'introduction du bulletin de vote unique et de l'introduction de la proportionnelle dans les élections législatives et sénatoriales au Gabon. Christian Obian, secrétaire général du RDR, représentant la majorité. Aujourd'hui, il s'est agi de 2 communications. La première communication portait sur la proportionnalité et l'une portait sur le bulletin unique. Souvent taxer les autres partis de ne pas jouer franc jeu. Lors des négociations politiques, le PDG se défend et soutient la démarche d'un dialogue pour sortir du Gabon de la crise qui perdure. Son représentant, Paul-André Mendom Nzin. Vous savez qu'on a toujours reproché au PDG d'évoluer seul. Et avec le concours aujourd'hui du CND, le PDG, avec la cohorte de partis qui sont autour de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition, se réunissent aujourd'hui pour amener quelque chose de nouveau. Parce que plus souvent, quand le PDG travaille seul, on le lui reproche. Aujourd'hui, avec tous les autres partis de la majorité et de l'opposition, on a
certaines thématiques que nous allons débattre pour permettre qu'à l'avenir, la paix des braves que le DCP, le distingué camarade Ali Bongo Ondimba, souhaite puisse avoir lieu avec l'ensemble des Gabonais. Pour de nombreux représentants des partis qui prennent part à une part active à ces commissions, l'objectif visé est la mise en place de moyens de transparence et l'amélioration du système électoral en vue des élections à venir de 2023. Sans transition, on fait place à l'actualité hors de nos frontières de ce journal et on parle de cela avec vous, Nelly Moutsogo. Bonjour. Bonjour Ida, bonjour chers auditeurs. Une actualité que nous débutons par la République démocratique du Congo où le général John Numbi est recherché par la justice. Il a fui vers l'étranger pour refuser de répondre à une invitation de la justice militaire cherchant à l'entendre sur l'affaire Chebea Bazana. Certains officiels congolais évoquent la possibilité d'une extradition de l'intéressé vers la RDC, toute chose possible en actionnant le mécanisme interne de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, regroupant les pays de l'Afrique australe, parmi lesquels la RDC et le Zimbabwe, où a-t-il sollicité la Convention internationale contre la torture. Ce 25 mars marque le dernier des 3 jours de deuil national décrétés après les attaques à Tilia et Banibangu, proches de la frontière malienne. Plus de 203 civils ont été froidement assassinés par des groupes armés. Des attaques encore non revendiquées, mais dont le mode opératoire appelle fortement le groupe État islamique dans le Grand Sahel. C'est dans ce contexte où s'achève le forum sur la paix et la stabilisation des pays du Sahel autour du thème stabilisation des zones de conflit et lutte contre le terrorisme dans le Sahel central et le bassin du Tchad. Il a été question d'apporter des solutions nouvelles pour accompagner l'effort militaire. En Libye, le chef de guerre Mohamed Alwar Fali assassiné dans les rues de Benghazi. Mahmoud Alwar Fali était recherché par la Cour pénale internationale CPI. Il a été abattu hier mercredi à Benghazi dans l'est du pays. Membre des forces loyales de maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est libyen et chef de l'armée nationale libyenne, Alwar Fali était visé par 2 mandats d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre. Merci pour toutes ces informations. À présent, la part de sport, c'est avec vous, Chivarol Mekwe. Bonjour. Bonjour Patrick, nous parlons football. La qualification côté gabonais pour la prochaine phase finale de la CAN au Cameroun en janvier prochain se joue ce 25 mars à Franceville face à la République démocratique du Congo. À quelques heures de ce duel des fauves, le moral des Panthères est au beau fixe, rassure le capitaine du 11 national et le coach dans ce reportage de notre envoyé spécial à Franceville, Hervé David Magena. C'est une affiche aux allures d'une finale. Elle met en scène 2 équipes encore en lice pour arracher l'un des 2 tickets donnant droit à une participation à la phase finale au Cameroun. Pierre-Emerick Aubameyang, capitaine des Panthères. La seule chose en tête, c'est de gagner ce match à domicile et de pouvoir nous qualifier. C'est l'objectif principal. Je pense qu'il ne faut pas rester sur ce qui est négatif, mais plutôt le positif. On est déjà content de se retrouver puisque dans une situation comme celle-ci, c'est pas facile et puis de sortir un peu de la routine, ça fait du bien. Donc forcément, on est content de se retrouver. On n'a qu'une envie, c'est de gagner ce match et de se qualifier. Le Gabon part avec un léger avantage. Les Panthères occupent la 2e place du groupe D derrière la Gambie avec 7 points. En cas de victoire contre la RDC, les Panthères seront qualifiés pour la 7e fois de leur histoire pour la phase finale de la CAN. Patrice Neveu. Moi j'ai conscience que j'ai à ma disposition un bel effectif. C'est une obligation de qualifier l'équipe parce que je sais qu'avec les joueurs que j'ai, même si on va respecter l'adversaire, on a les moyens de y arriver, mais on doit faire un peu plus sur certains secteurs. On sait que c'est les détails qui font la différence et on va tout faire pour les mettre en place. On connaît l'équipe de la RDC, on sait aussi qu'on aurait pu gagner chez eux, mais que malgré ça, on va pas partir avec un excès de confiance. Même si notre arme, on sait, est l'atout offensif, il va falloir qu'on soit extrêmement solide défensivement parce qu'ils vont tout faire pour nous contrer et essayer de nous piquer quand on va sortir un petit peu plus. Les Panthères ont leur destin entre les mains. Les Congolais ne viennent pas à Franceville en victime expiatoire. Les Panthères sont avertis. Il y aura bel et bien match à Franceville. En route pour la CAN 2021. David Magena pour Radio Gabon, la référence.
Le match Gabon-RDC cristallise toutes les attentions à Franceville. À quelques heures de ce match décisif, notre envoyé spécial David Magena a baladé son micro dans les rues de Franceville. Écoutons les supporters des Léopards de la RDC. Le Léopard va taper le Gabon 2-0 sur ceci parce qu'on va déraciner le Ndjobi de Gabon là. Nous sommes, il y a des possibilités où on gagne ou on gagne. Mais quels que soient les résultats, nous devons être calmement, c'est le sport. Voilà. Quelles que soient les difficultés, moi Naza Zaïroa, quel que soit RDC a gagné Gabon 3-1, pronostic Nangaï. Les Panthères sont confiants, mais l'équipe gabonaise est souvent éliminée au dernier match qualificatif de Cannes par son adversaire du jour. Décidément, la bête noire des Panthères. C'est ce que pense Rostam Vekabrisnan dans cette analyse. Entre les Panthères du Gabon et le peuple gabonais, c'est une histoire d'amour. Le peuple aime bien son 11 national favori, surtout lorsqu'il lui réalise de belles performances. Ce jeudi soir donc, pendant le match, ce peuple gabonais veut voir son équipe soudée dans une solidarité sans faille. Tous les efforts des joueurs sur le terrain doivent converger vers l'objectif visé, qui est celui de battre le Congo et se qualifier pour la phase finale de la CAN camerounaise. La place doit être désormais au jeu, car l'enjeu est très important. Le système de jeu retenu par Patrice Neveu doit être bien assimilé par ses poulains. Toute la générosité dans l'effort doit être au service d'Aubameyang et ses coéquipiers du compartiment offensif, car on attend d'eux de nous marquer des buts. Et surtout que les défenseurs gabonais veillent au grain pour ne pas baisser leur vigilance, car ils seront constamment mis à rude épreuve par les attaquants adverses. Enfin, au moment où les Gabonais s'apprêtent à nouveau à croiser les Congolais dans un match couperet, ils devront avoir à l'esprit que c'est ce Congo qui nous empêche à chaque fois d'accéder en phase finale. Cas du Caire en 1986, cas de Dakar en 1992, cas d'Afrique du Sud en 2015 et j'en passe. Qu'en sera-t-il encore ce jeudi pour ce match couperet qui nous oppose une fois de plus aux Léopards du Congo? C'est pour cela que le peuple gabonais exige à ses Panthères une seule chose, c'est de mettre fin à ce signe indien, à cette domination qui n'a que trop duré. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette actualité sportive que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous d'avoir été des nôtres, mais également à l'équipe technique constituée de Marlise Reyingubika à la réalisation, montage de Chada Sende, mise en nom de Théodore André Injenje. Pour vous informer, Ida Onyami, avec moi Patrick Nzengi Mbembo. Au revoir et à demain, même heure s'il plaît, adieu.